Vous écoutez Résonance historique, l'émission d'information sur les mémoires de l'esclavage, tous les lundis de 19h à 20h sur Radio Ems. Résonance historique, l'émission qui t'aide à déchiffrer le passé, comprendre le présent et à imaginer le futur. Accompagné par des professionnels, des élus et des militantes et militants engagés, je me pencherai sur les répercussions historiques et actuelles de l'esclavage et du colonialisme, explorant comment ces forces ont façonné et continuent de façonner nos sociétés, nos cultures et nos vies individuelles. Résonance historique, c'est aussi des billets d'humeur, des conseils pratiques pour commémorer le 10 mai dans vos villes, des cartes blanches, de la musique. Alors mets-toi à l'aise et prépare-toi à plonger dans Résonance historique. Let's go! Chères auditrices, chers auditeurs, pour lancer l'année 2024 comme il se doit, dans notre billet d'humeur du soir, je vous invite à découvrir le fabuleux destin de Lynn. Ah, voici une histoire charmante et tout à fait ordinaire de notre monde moderne. Celle de Lynn, une domestique philippine de 45 ans, dont l'aventure parisienne ressemble étrangement à un conte de fées inversé. Elle a eu le privilège inouï de travailler pour un couple franco-libanais, manifestement très généreux, qui lui a offert un séjour exclusif à Paris, sans même la nécessité d'un passeport. Génial, vous me direz. Leur générosité ne s'arrête pas là. Ils ont eu la délicatesse de lui fournir un régime alimentaire minimaliste, composé de restes gastronomiques de leur table. Une vraie cure détox, n'est-ce pas ? Et pour ce qui est de la rémunération, disons qu'ils ont adopté une approche très frugale, presque décontractée. Après tout, pourquoi s'encombrer de l'argent quand on peut vivre une expérience si enrichissante dans la ville lumière ? L'évasion de Lynn, aidée par le Comité contre l'esclavage moderne, ressemble à un scénario digne d'un film d'action. Imaginez la scène. Elle s'échappe discrètement, profitant des travaux dans la maison. Quel suspense et quelle surprise lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas la seule à vivre cette expérience unique dans les beaux quartiers de Paris. Apparemment, c'est une sorte de tendance chez certaines familles aisées. Le reportage de Libération, qui a inspiré ce texte, souligne avec une ironie mordante la situation des domestiques philippines à l'étranger, souvent abandonnées par leur mari et contraintes de s'exiler pour un nouveau travail. Les agences de recrutement, quant à elles, semblent jouer un rôle de bienfaiteurs altruistes, profitant de leur détresse. Quelle noble cause. Et Lynn, après avoir porté plainte pour traite des êtres humains, se retrouve dans un centre d'hébergement d'urgence. Le suspense continue. Parviendra-t-elle à s'échapper à ses anciens employeurs ? La suite est à consulter sur le site de Libération. Le lien sera en description. En somme, ce récit est un magnifique exemple de l'exploitation et des difficultés que subissent ces femmes, et bien sûr, il met en évidence le besoin urgent de mesures législatives. Mais qui s'en soucie vraiment ? Franchement, nous, les milliers de Françaises et de Français écrasés par la vie, qui sommes en désaccord avec ce qui se passe et qui ne seraient pas contre donner un coup de pouce. Alors laissez-moi vous partager modestement un conseil. Si vous voyez une situation semblable autour de vous, dites simplement non. La Bruxelles, référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï. On dirait bonne année. Tous les soirs, saï. On dirait fêtier. Olivia na Luanda, chez Atete Kouaï Kelepa, na Kasavubu. Kuna, point final. Alaki kitoko, malasine lamba.
Nzoso firme avantagé. Rendez-vous nyonso c'est na téléphone. Motor c'est partout na Paris. Tokutana Epaya José Kongolo. Tokutana na Gigi na Beverly. Cité Montfleury Malou Bomboka. Tomonana na Rena Minata. Hollywood City. Roger Mwanangele Makumba. Allô, savez-vous faire ici chez nous l'ambiance est à gogo. Et tout le monde saï, on dirait bonne année. Tout le monde saï, on dirait fêtier. King Service Express, agence assure. Chiquin parisien à la maillelle. Kanisa Kini Totika. Alembi Yana bébé Mwamba. Bana Londres. Yo. Bana Bondese. Yo. Binope Bana Kaemba. Yo. États-Unis na Canada. Bokanisa Boka. Et tout le monde saï, on dirait bonne année. Tout le monde saï, on dirait fêtier. Qu'il la belle source de paix de Boya Bissengo. Ma tombé bandal saï. Ma tétélé ma saï. Kingasani masina sai. Kitambo kalema sai. Abidjan 13 juillet. Ini mobimba sai. Et tout le monde sai. On dirait bonne année. Tout le monde sai. On dirait fêtier. Bruxelles, référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï. On dirait fêtier. Hey! Socrate est là pour mettre l'ambiance. Tous les peuples africains sont réunis ici en France. Il faut que ça cartonne. Obligé de laisser mes baskets pour mes Weston. Sai. On ressent la joie dans ma voix quand je m'installe sur l'instrumental avec Papa Wemba, la star internationale. Yo. Mon frère, ce soir c'est l'ambiance à gogo. Ne pense pas et fais la fête. Chauffez. Basta, la station ma campagne. Deux fois Commissaire Alexis. Jules Massoua, le maître du suspense. Les correcteurs. Adi Dakesia. Tout de suite, c'est l'interview. Là où les voix d'aujourd'hui rencontrent l'écho du passé. Aujourd'hui, notre invitée est Roxane Ouadguiri Hassani, directrice adjointe du comité contre l'esclavage moderne. Bonjour Roxane, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis permettez-moi aussi de vous dire, de vous souhaiter la bonne année. Bonne année, Régis. Puisque vous êtes notre première invitée de l'année 2024. Et donc, j'ai choisi en fait de vous inviter parce que c'était aussi très important de voir des personnes, des structures agir au quotidien sur cette question, parce que c'est justement pas la question de l'esclavage et donc de l'esclavage moderne, quelque chose du passé et bien actuel. Et donc, avant de rentrer un peu dans le détail de notre entretien, est-ce que vous pourriez vous présenter, Roxane, s'il vous plaît ?
Oui, donc Roxane Ouadiri, je suis la directrice adjointe. Je connais l'association depuis 2017 et j'y suis salariée depuis 2018. Je suis arrivée en tant que coordinatrice de projets internationaux. J'ai travaillé beaucoup sur les statistiques également, la communication. Et voilà. Ok, très bien. Donc, quelle est l'année de création du Comité contre l'esclavage moderne ? Alors, le Comité contre l'esclavage moderne, ou le CCEM, a été fondé en 1994 par un petit groupe, notamment de journalistes et d'avocats, suite à des reportages d'abord en Mauritanie, puis en Belgique, à Londres, sur la question d'abord de l'esclavage historique, traditionnel. Et puis, voilà, il y a eu une reporter, Dominique Torres, qui a découvert que des situations qu'on pouvait qualifier d'esclavage presque persistaient en Europe. Et elle s'est dit, mais si dans des grandes villes européennes comme Bruxelles, Londres, ça existe, ça doit exister à Paris. Donc le combat premier du Comité contre l'esclavage moderne, c'était vraiment de mettre en lumière le phénomène, aider les victimes et le combattre par la voie médiatique et juridique. Donc dans les médias pour faire connaître la chose et dans les tribunaux pour combattre l'impunité. Aujourd'hui, on est structuré autour de 4 grandes missions qui sont globalement les mêmes. Mais d'abord, on va avoir la mission d'identifier les victimes et de les accueillir. Ensuite, de les accompagner, donc au niveau social, psychologique et juridique. Ensuite, d'informer et de former, donc le grand public, les professionnels. Et enfin, de mener du plaidoyer, donc c'est-à-dire une sorte de lobbying auprès des institutions françaises, européennes, internationales. C'est très bien. Justement, on va essayer de revenir un petit peu sur ces 4 grandes thématiques que vous abordez au sein du CCEM. Par rapport, par exemple, à l'identification des victimes, quels sont les critères utilisés par le CCEM pour identifier les cas d'esclavage moderne ? Alors c'est une très bonne question. C'est quelque chose d'assez tenu comme exercice d'identifier les victimes. D'abord, on se base bien sûr sur la législation française. Donc depuis 2013, donc assez récemment, en fin de compte, la France a une loi qu'on considère globalement conforme aux standards internationaux, qui définit, alors en termes juridiques, non pas l'esclavage moderne, mais la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail, donc c'est un nom un peu long, et qui va considérer que c'est un phénomène qui est mis en place par 3 éléments. L'action, donc par exemple le fait d'héberger, d'accueillir, de transporter la victime, les moyens, ou un moyen, donc la mettre sous pression, la menacer, la violenter, faire des fausses promesses, etc. Et enfin un but, qui est celui de l'exploitation. Et nous, pour vraiment identifier ce qu'on appelle l'exploitation par le travail, on va aller chercher dans le récit des victimes, dans ce qu'elles nous racontent, des indices spécifiques au travail et au travail indigne, donc notamment la charge de travail inexistante, la charge de travail exorbitante, la rémunération inexistante ou quasi inexistante, des conditions d'hébergement indignes, un contrôle sur sa vie sociale, son lien culturel avec l'environnement dans lequel elle est, la confiscation des passeports éventuellement, est-ce qu'on a des violences psychologiques, physiques, sexuelles. Voilà, on a une dizaine comme ça d'indices et on regarde le tout. Dès qu'on a l'impression de vraiment remplir les critères juridiques d'une part et d'avoir nos indices et d'être face à une situation où on parle vraiment en fait de quelque chose qui est contraire à la dignité, si vous voulez. On n'est pas sur des violations du droit du travail, mais on a vraiment quelque chose qui vient toucher à la dignité de l'être humain, mais via le travail. Et comment vous guidez les victimes à travers le système judiciaire justement pour faire valoir les droits de ces personnes ? Alors d'abord, il faut savoir que l'accompagnement qu'on propose aux victimes n'est pas du tout conditionné à un dépôt de plainte. Donc toutes les victimes ne font pas le choix de dénoncer les faits pour des raisons que souvent on peut comprendre quand elles nous les expliquent et qui leur sont propres. Maintenant, celles qui déposent plainte, on les guide dans toutes les étapes et notamment via un binôme juriste-avocat. Donc on a des juristes en interne et on a un réseau d'avocats bénévoles d'à peu près une 30aine de membres avec qui on travaille très étroitement. Donc il y a un avocat par dossier, un juriste par dossier et chacun a un rôle. Donc le juriste, il va vraiment
aider la victime à retracer, à remettre de l'ordre dans son récit, remettre les éléments, tout ce qui a pu se passer dans un ordre un peu chronologique, essayer de comprendre aussi ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est restée, pourquoi là elle n'a pas pu s'enfuir à ce moment-là, comment elle se sentait, essayer aussi de reconstituer la liste des témoins potentiels. Donc ça c'est un travail qui peut être assez éprouvant pour la personne victime qui vient d'arriver. Et l'avocat, lui, il va vraiment représenter la victime au cours des audiences. Voilà. Et justement, moi, je pense que dans l'imaginaire collectif, on a tous en tête un certain type de profil. Est-ce que est-ce qu'il y a des profils types ou c'est plus large qu'on le pense? Alors, il y a un profil type dans le sens où toutes les personnes qui vont se retrouver dans des situations comme ça, gravissimes de traite des êtres humains, elles sont particulièrement vulnérables. Mais il n'y a pas de profil type par rapport à l'âge, par rapport au genre, par rapport à la nationalité. Donc il faut savoir que tout le monde peut être victime de traite, et, même si le mot peut faire penser qu'il y a une question de frontière, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'une personne française née en France, qui a grandi en France, peut être considérée comme victime de traite des êtres humains en fonction de ce qui lui est arrivé. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a accompagné 281 personnes qui étaient originaires de 49 pays d'origine. Les 3 principaux pays d'origine étant le Maroc, la Côte d'Ivoire et les Philippines. Mais il y en a quand même une cinquantaine. Hein. Et elles étaient toutes vraiment d'âge très divers. À peu près 10% des victimes chaque année, elles ont été exploitées pendant leur minorité, sur le sol français. Malheureusement, je dis malheureusement pour elles parce que du coup, il y a des droits qui leur sont fermés, mais quand on va les identifier, elles sont déjà majeures et du coup, souvent en situation d'errance, elles peuvent pas être prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, etc. Mais donc, il n'y a pas vraiment de profil type. Après, c'est sûr que les personnes étrangères, parce qu'elles n'ont pas de proches sur le territoire français, parce qu'elles parlent pas la langue, ou alors elles la parlent mal, elles connaissent pas le système, elles connaissent pas le droit du travail, elles sont particulièrement vulnérables. Les personnes porteuses de handicap, psychiques ou physiques, elles sont vulnérables également. Les personnes qui sont en situation vraiment d'exil, celles qui n'ont pas d'amis sur le territoire, ou alors qui sont en rupture avec leur communauté, etc. En fait, moi, je vais me permettre de cette question pour faire un peu le pont avec le billet d'humeur qu'il y avait précédemment. Et donc, quand vous avez parlé des nationalités qui étaient le plus représentées et que vous avez abordé les Philippines, forcément, j'ai eu une pensée pour Lynn, dont j'ai lu son histoire. Bien sûr. Voilà, dans la presse. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Oui. Alors maintenant, elle travaille à nouveau. Enfin, ça, c'est dit dans la série de Libé, pour les auditeurs et auditrices qui l'auraient lu. Faut savoir que son dossier a été classé sans suite. À peine quelques semaines après sa fuite. Elle réfléchit aujourd'hui. Enfin, elle est en cours de formuler ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile, pour qu'un juge d'instruction soit en charge de refaire un petit peu l'enquête et que le juriste au CCEM et l'avocat avec qui serait en charge de son dossier puissent proposer au juge d'instruction de faire certains actes qu'on va considérer ayant été manquants dans la première enquête de police. D'ailleurs, comment vous êtes constitué au sein du CCEM ? Il y a combien de salariés ? Il y a quel type d'emploi ? Alors aujourd'hui, on est 11 salariés. Faut savoir qu'on a à peu près doublé en taille sur les 4 dernières années. Donc c'est assez récent qu'on soit aussi nombreuses, parce qu'on est surtout des femmes. Donc on a principalement des postes de travailleurs sociaux et de juristes. Donc voilà, dispatchés au sein du pôle juridique et du pôle psychosocial. On a aussi la chance depuis quelques années, grâce notamment à la Fondation de France, d'avoir une psychologue clinicienne à nos côtés, donc ce qui est très important pour les victimes, notamment dans le cadre des procédures juridiques qui peuvent être très éprouvantes. Et on a ensuite une chargée d'accueil, donc c'est elle qui va réceptionner tous les signalements potentiels. Donc ça peut être des particuliers qui nous appellent, ça peut être des inspecteurs du travail, ça peut être des gendarmes, des travailleurs sociaux dans d'autres structures qui vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans le récit de quelqu'un. Ça peut être des employés dans des hôtels de luxe qui voient des familles richissimes accompagnées de personnes qui ont l'air de vivre dans de très mauvaises conditions, etc. Et est-ce que dans votre association, il y a aussi des bénévoles ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai mentionné notre réseau d'avocats bénévoles, mais on a aussi d'autres bénévoles qui viennent d'horizons variés.
Et alors pourquoi les bénévoles ? Eh bien parce que on ne sait pas tout faire et parfois on a besoin de coups de pouce. Par exemple, on a un bénévole informaticien qui nous aide sur notre site internet, sur notre système de suivi des dossiers. On a des bénévoles interprètes parce que j'ai mentionné 49 pays d'origine, donc forcément ça fait beaucoup de langues que les personnes peuvent parler et parfois c'est nécessaire qu'elles parlent dans leur langue. Donc des interprètes, on a des étudiants qui viennent nous prêter main forte parfois sur les périodes de vacances pour faire du tri, des statistiques, c'est très varié. Et donc justement, je vais un peu poursuivre sur la question un peu de l'éducation et de la sensibilisation au grand public parce que c'est aussi un enjeu très important. Vous parliez tout à l'heure que vous faisiez aussi des plaidoyers, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors la question de la sensibilisation, on l'aborde à la fois auprès du grand public et du jeune public et des professionnels. Donc pour tout ce qui est grand public, jeune public, on est sollicité donc par des établissements scolaires, par des associations locales, par exemple, qui vont animer un ciné-débat autour d'un film sur l'esclavage et on va nous proposer de venir commenter le film à la fin. Les professeurs des écoles, ça peut être dans le cadre du programme d'histoire géo. Et ensuite, on a des professionnels avec qui, tous les ans, on monte des modules de formation un peu plus spécifiques, du coup, un petit peu plus approfondis. Notamment, on a la chance de travailler avec l'inspection du travail et l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'OCLTI, qui est l'office spécialisé sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail au sein de la gendarmerie nationale. Ok. Et donc, sur la question du plaidoyer spécifique, encore une fois, est-ce que vous avez des campagnes attitrées ? Alors, en ce moment, non. Dans le passé, quand le CCM a été créé, il y avait vraiment une question de rendre visible ce phénomène invisible, de faire comprendre aux gens que ça existe encore. Donc, on a eu, notamment avec des partenaires européens, des campagnes d'affichage dans les années 2000. Il y a quelques années, on a eu la chance de faire une campagne d'affichage sur les abribus partout en France. Là, tout de suite, donc pas de campagne, mais notre plaidoyer, il va s'exprimer, par exemple, auprès de la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences et de lutte contre la traite des êtres humains, donc la MIPROF, okay. Qui est donc un organe au sein de l'État qui coordonne un petit peu tout ce que les acteurs spécialisés peuvent faire. Donc on fait des recommandations. Autre exemple, dans le cadre des débats sur la nouvelle loi, le projet de loi sur la migration, on a proposé aux parlementaires français des amendements qui allaient dans le sens de plus de protection des victimes de traite des êtres humains. Voilà, on participe aussi à des réseaux au niveau européen. Voilà. C'est cool. Oui. Non mais ce que je veux dire par là et ce que je souhaite aussi souligner auprès des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, c'est encore le caractère vraiment très actuel de la question. Oui. Et d'autant plus qu'on parle aussi de la loi immigration qui a fait grand bruit. Comme vous le disiez, derrière cette loi, il y a aussi la situation des migrants, il y a aussi la traite, et ça c'est quelque chose aussi d'important à souligner. Oui, c'est très actuel comme vous dites, et surtout parce qu'il y a plusieurs formes de traite des êtres humains, la mendicité forcée, la contrainte à commettre des délits, l'exploitation sexuelle. Ce qui est vrai avec l'exploitation par le travail, c'est qu'en fait, elle nous concerne toutes et tous directement au quotidien, parce qu'on est tous consommateurs. Donc, c'est-à-dire que on peut aller dans une épicerie de quartier pour acheter un pack de lait comme ça au cours de la semaine, et on ne sait pas qu'en fait, la personne qui nous fait payer à la caisse dort dans le faux plafond sous la chaudière, et que son passeport a été confisqué. Ça, c'est une situation réelle. On peut aller boire un café, à côté de chez soi, et pas savoir que l'employé est là depuis 10 ans, et qu'il vit dans la cave, que c'est pas chauffé, et qu'il a un abcès à la jambe, etc. On peut croiser quelqu'un qui promène des enfants, comme Lynn, dans un parc, sans savoir que, en fait, elle est complètement asservie dans un domicile privé, qu'elle connaît personne, etc. Et au-delà de ce travail spécifique sur la loi immigration, est-ce que le CCEM a eu un impact sur les lois concernant l'esclavage moderne en France ? Oui, vraiment, il a été précurseur, en fait, dans les années 90 sur cette question. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas de loi française et même internationale qui définissait ce que c'était qu'un esclavage
contemporain qu'un esclavage actuel. Donc, on avait l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit l'esclavage, la servitude et la traite des esclaves, mais c'était vraiment entendu au sens de l'esclavage historique. Donc, une abolition est bien entendu de mise et importante, mais en fait, on n'avait pas conscience que des situations comme ça perduraient. Et donc, dès les années 90, le CCM, avec les personnes qui l'accompagnaient, les premières victimes, a fait des dépôts de plainte. Alors, sur des infractions un peu annexes, donc par exemple l'abus de confiance, les conditions d'hébergement indignes, de travail indigne, les violences, mais il n'y avait pas d'infraction qui allait vraiment illustrer le vécu d'exploitation des victimes. Et il y avait une histoire célèbre à l'époque au sein du comité. Un des premiers avocats, lors d'une audience, aurait dit au juge président, fermez vos codes et ouvrez vos cœurs. Voilà, donc vraiment l'idée qu'il y avait quelque chose à créer, en fait, et qu'il fallait voir un petit peu au-delà de ce qui était écrit. Et les deux grands bouleversements, ça a été les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur la base de recours faits par le CCM. Donc le premier en 2005, le second en 2012. La France condamnée parce que pas assez de législation qui venait interdire l'esclavage moderne, en fait. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous accompagnez aussi les victimes, et ça va dans le même sens de ce que vous disiez, dans des processus d'indemnisation? Oui, alors on essaye. C'est vraiment peut-être... Je ne peux pas parler à la place de mes collègues juristes, mais je pense un des aspects les plus complexes des procédures, parce que comme on parle d'exploitation par le travail, on doit être à la fois sur le côté pénal et aussi sur le côté prud'homal, parce qu'il y a tous les salaires à récupérer, la qualité de travailleur des victimes à faire rétablir devant le Conseil des prud'hommes. Donc il y a des choses qu'on va récupérer au pénal, des choses qu'on va récupérer au civil, des choses qu'on va récupérer au prud'homme, mais en fait toutes ces procédures, elles ont des délais différents, elles ont des temps de prescription différents, c'est pas forcément les mêmes avocats qui connaissent tous les domaines du droit, donc faut vraiment travailler ensemble en partenariat pour réussir à obtenir des choses. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, c'était très dur, on était sur des montants assez insignifiant parfois, pour être honnête. Et là, on commence à avoir de belles décisions, que ce soit devant le Conseil des prud'hommes ou devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Et voilà, ça fait très plaisir. Ah non, mais c'est super. Et justement, ça me fait poser cette question. Comment vous accompagnez les victimes dans leur sortie de l'esclavage? Alors... il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la victime est déjà sortie. Elle s'est enfuie par elle-même ou alors quelqu'un l'a aidée à s'enfuir. Et dans ce cas-là, soit elle est en errance, soit elle est hébergée chez des gens, dans un centre d'hébergement. Et nous, on vient en complément, on va faire tout ce qu'on peut faire. Donc, comme je disais, sur le côté social, l'ouverture des droits, le maintien des droits, la réinsertion sociale, le côté psychologique, avec la psychologue et après, éventuellement des psychiatres, des médecins et tout. Et le côté juridique. Et après, il y a les situations comme celle de Lynn, où en fait, quand on nous a signalé la victime, elle était encore en exploitation. Et donc là, on ne se substitue surtout pas à la police, mais s'il est impossible d'avoir une intervention de la police sur le lieu d'exploitation, on va aller chercher la victime nous-mêmes. Donc on va à proximité, on se donne rendez-vous, on la rassure. Ça peut prendre très longtemps pour que la victime nous fasse confiance. En général, on a à peu près entre 1 mois et 2 mois entre le moment où on nous signale quelqu'un et le moment où on prend effectivement la personne en charge. Parce que, il y a besoin qu'elle comprenne ce qu'on fait, qui on est. Fuir, ça veut dire remettre beaucoup de choses en question. Ah, parce que certes, elle est dans une situation infernale, mais en fait... elle sait à quoi s'attendre et s'enfuir, c'est plonger dans l'inconnu, surtout pour des personnes, c'était le cas de Lynn, qui vraiment n'ont rien connu d'autre en France que l'exploitation. C'est-à-dire, elle est arrivée, elle était déjà en exploitation, elle a continué dans l'exploitation. Donc, ça demande beaucoup de courage, en fait. Et justement, encore une fois, je n'arrêterai pas de parler du côté éducation et sensibilisation auprès des publics. Vous avez aussi, et j'ai oublié d'en parler, vous-même produit des podcasts, justement, oui, pour sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, avec plaisir. Voilà, par exemple, là où un bénévole de l'association a apporté quelque chose qu'on ne savait pas forcément faire techniquement, on a fait je crois, 2021, une petite série de podcasts. On a une dizaine d'épisodes qui sont accessibles sur YouTube, sur notre site et sur SoundCloud. Et en fait, on a interviewé des gens membres de l'association, donc des salariés, des bénévoles et des personnes accompagnées, donc des personnes qui ont été victimes. C'était assez intéressant à produire. Ce qui est chouette maintenant, c'est que même tout ce qui est podcast, ça se regarde beaucoup sur les téléphones portables finalement. Donc, on a même pu faire des interviews avec des personnes qui parlaient plutôt anglophone et donc on avait les sous-titres en français. Certains de ces podcasts sont utilisés dans les formations des professionnels, notamment l'inspection du travail. Voilà, c'est un peu donner la voix aux personnes accompagnées et on leur imposait aucune question en fait. Donc celles qui voulaient pas parler de l'exploitation, juste parler de leur vie après, elles pouvaient le faire. C'est ça qui était vraiment sympa. Et maintenant, avant d'aller vers mes dernières questions, je voulais vous demander quels sont vos objectifs futurs, on va dire pour 2024. Alors, et au-delà. 2024, c'est une année particulière pour le CCEM, parce que comme je l'ai dit, on a été fondé en 1994, donc c'est l'année de nos 30 ans, c'est un anniversaire un peu symbolique, et on espère avoir une année ponctuée d'événements un petit peu... le mot exceptionnel est peut-être un peu fort, mais hors du commun pour nous. Donc on va commencer dès ce mois-ci avec une journée porte ouverte à destination des élus locaux et des parlementaires français, pour que voilà, ils découvrent un petit peu notre travail. C'est toujours dans cette perspective de plaidoyer. Et on aimerait avoir un événement un petit peu, un vrai événement d'anniversaire plus tard dans l'année. Et on espère quelques petites choses entre. Après, les challenges pour les années à venir, ça va être notamment... un des challenges qu'on s'est fixé, ce serait notamment de pouvoir avoir une structure d'hébergement pour les personnes hommes victimes. Actuellement, on a un appartement sécurisé qui peut accueillir jusqu'à 6 femmes, donc justement pour leur permettre de sortir des lieux d'exploitation, le temps qu'après elles arrivent sur d'autres structures d'hébergement. Et puis il y a tout un accompagnement social avec vos collègues aussi pour les permettre, permettre de s'insérer bien sûr, dans la société. Voilà, qu'elles aient leur propre logement, etc. Mais on n'a pas ça pour les hommes. Et en fait, on identifie de plus en plus d'hommes, pas parce qu'ils n'étaient pas là avant, mais parce que notamment l'inspection du travail, la gendarmerie sont de plus en plus actifs sur la question de la traite à des fins d'exploitation par le travail. Et juste l'année 2024, elle est aussi particulière parce que jusqu'à fin février, on a 4 femmes qu'on accompagne, d'origine philippine justement, qui participent à une exposition au musée de l'histoire de l'immigration, donc à Paris, au Palais de la Porte Dorée, une exposition sur les immigrations asiatiques en France. Et en fait, elles ont prêté des objets qui représentent pour elles leur parcours soit d'exploitation, soit d'intégration en France. Et voilà, c'est plutôt chouette d'avoir des gens qu'on accompagne qui sont dans une exposition nationale comme ça. Non, mais c'est super. Encore une fois, je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez concernant vos initiatives, notamment en direction des institutionnels. Si on peut faire un appel aussi au niveau de cette émission, et donc c'est aussi le but de cette émission, c'est que tout un chacun peut interpeller son élu, peut interpeller son député, que ce soit le maire ou les conseillers municipaux. On essaiera de mettre les informations aussi en description, mais c'est des choses qui sont impératives à faire. C'est ce qu'on expliquait dans le cadre du billet d'humeur, c'est le passage à l'action. Et même si on est écrasé par nos vies qui sont difficiles, de par la conjoncture actuelle, il y a quand même des petits gestes du quotidien qu'on peut faire, comme interpeller ces élus. Donc, je vous encourage toutes et tous à aller interpeller vos élus pour justement qu'ils soient sensibilisés sur la cause de l'esclavage moderne. Avant de nous quitter, Roxane, un grand merci déjà. Non, de rien. Et la tradition de cette émission, c'est de ne pas laisser les invités partir sans qu'ils nous proposent une musique et de nous expliquer aussi les raisons pour lesquelles ils ont choisi cette musique. Sans hésitation, le titre que j'ai choisi de faire écouter, c'est Esclave 2000 du groupe de rap Assassin. Big up à eux. Voilà.
Ouais. Donc pourquoi ça... Alors déjà parce que personnellement j'aime bien, mais au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, en consultant un peu les archives de l'association, j'ai découvert que en 2000, le groupe avait sollicité le CCEM pour une rencontre en disant mais nous on adorerait écrire une chanson, un morceau sur l'esclavage moderne. Voilà, donc ils ont interviewé les présidentes de l'époque, Dominique Torres, Sylvie Audy, qui a été présidente après jusqu'à récemment. Et si on tend l'oreille, on peut entendre une dédicace qu'ils leur font dans la chanson, voilà. Ok, c'est parti. Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Si je te dis qu'il y a encore des esclaves aujourd'hui sur cette terre et peut-être même dans ton pays, des personnes qui ont droit de vie ou de mort sur d'autres, autrement dit droit de propriété sur autrui. Historique 1769, abolition de l'esclavage en Pennsylvanie. C'est dit, c'est écrit, pourtant Iqbal Massin n'a pas vécu ainsi, vendu à l'âge de 4 ans par ses parents au Pakistan. Il avait réussi à s'affranchir de sa condition d'enfant esclave et militer pour les enfants, pour le droit des enfants, contre l'exploitation des enfants. Le 20 avril 95, il fut assassiné à l'âge de 12 ans. Pourquoi t'es surpris là? Tu savais pas ça? On t'a pas dit que beaucoup de jeunes filles au Bangladesh sont destinées à des bordels indiens et pakistanais? On t'a pas dit que les jeunes garçons au Bangladesh ont aussi leur destinée dans les pays du Golfe pour les courses de chameaux? Ils ont besoin de jockey. Des femmes, des hommes, des enfants sont exploités, punis, torturés et mis à mort en toute impunité. Il persiste l'esclavage de caste en Mauritanie. Va vérifier par toi même si tu crois pas en ce que je dis. Au Soudan, le gouvernement islamiste du Nord a réduit 30 000 chrétiens animistes en esclavage de guerre aussi. L'esclavage pour dette est en vigueur dans toute l'Asie, gangrène aussi l'Amérique latine, Guatemala, Brésil et Colombie. Réveillez-vous, ce n'est pas qu'une chanson. Esclave de mille relève de la prise de position. Réveillez-vous, ce n'est pas qu'une chanson. Esclave de mille relève de ta prise de position. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de mille sont les petits bonnes au visage perdu. Esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus, étouffés par des lois qui cautionnent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades. Esclaves de mille, c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction. Des millions concernés derrière des maisons. On n'oublie pas le mot de fortune aujourd'hui fort respectable ont été montés à Bordeaux, à Nantes sur la traite des esclaves. Tu me diras c'est le passé se répercute. Et aujourd'hui l'esclave n'est pas qu'enchaîné derrière une hutte. Même la justice française reste aveuglée. Vas-y, ressort du tiroir le dossier de Véronique Acrobé. L'esclavage moderne n'est pas reconnu par l'UNICEF. L'esclavage moderne n'est pas reconnu par l'UNESCO. Sur le sujet, langue de bois, vaut mieux pas s'attirer la foudre d'une bonne cinquantaine d'États membres des Nations Unies. De toute façon le sujet n'intéresse ni Amnesty, ni la Fondation de France, ni France Liberté de Madame Mitterrand. Anti-slavery, la seule sauce qui va de l'avant. Sur le sujet, Big Up obligé de la représenter pour qu'ils sachent que dans le hip-hop y'a des gens concernés. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de mille sont les petites bonnes au visage perdu. Esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus, étouffés par des lois qui cautionnent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades. Esclaves de mille, c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction. Des millions concernés derrière des maisons. Hey B-boy, B-girl, tu kiffes Adidas, Reebok, Nike, tu kiffes As. Le salaire annuel cumulé des 6500 employés travaillant pour Nike en Thaïlande et en Corée du Sud équivaut à la moitié de ce que gagnaient les 13 membres du directoire de la firme. Donc j'affirme qu'une paire de chaussures vendue 400 francs peut avoir généré un salaire de 70 centimes seulement. C'est ouf, non? C'est ouf, non? As-tu déjà entendu parler de Harry Wookie? En tout cas la marque de Jean Levis a résilié 150 contrats d'un coup avec la Chine. Il n'avait pas vu le vice. Tout était fabriqué par des prisonniers politiques. Il les livres de Harry, tu verras, il te l'explique. Donc à mon tour je m'applique comme Dominique Torres. Respect à cette sœur grâce à laquelle on progresse. On veut tous les esclaves redeviennent des princes et des princesses. Et pour ça il ne faut pas faire preuve de faiblesse. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de mille sont les petits bonnes au visage perdu. Esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus, étouffés par des lois qui cautionnent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades. Esclaves de mille, c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction. Des millions concernés derrière des maisons. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue. Esclaves de mille sont les petites bonnes au visage perdu. Esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus, étouffés par des lois qui cautionnent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades. Esclaves de mille, c'est derrière les
Bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Ems, c'est Résonance Historique, l'émission d'information mémorielle sur les esclavages et les traites négrières à travers le temps. Un sujet lourd mais essentiel. Aujourd'hui, dans Carte Blanche, vous allez écouter un extrait du documentaire Esclaves aujourd'hui en France. Pendant une année, le réalisateur Géraud Burin-Desrosiers a enquêté sur les formes d'esclavage moderne en France et a donné la parole aux victimes. Un drame qui se passe près de chez nous, à la campagne, à la ville, dans les HLM, les maisons bourgeoises. Mais toujours à l'abri des regards. Un grand merci à Ligne de Front pour les droits de diffusion. Avant de lancer cette émission, je voulais quand même revenir sur le pourquoi du comment. C'est justement par rapport à ce que Roxane disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a le profil des personnes qui sont victimes d'esclavage moderne est très varié, et l'extrait qu'on va écouter ce soir, en fait, c'est des personnes qui habitent dans les campagnes françaises, donc des Français d'origine, si je peux un peu m'exprimer comme ceci, qui ont eu des situations de travail forcé et aussi de mauvais traitements, et justement l'objet de cet extrait, parce que je suis ému par le texte que j'ai écouté, qui est quand même assez saisissant. C'est pour vous expliquer qu'il faut être vigilant. Encore une fois, l'objet de l'émission d'aujourd'hui, c'est aussi un appel à l'action. Quand on parle d'esclavage moderne, c'est quelque chose qui est ici, qui est maintenant, qui justement doit plus être à l'abri des regards et qui doit être justement dénoncé. Il y a des personnes que vous voyez parfois dans des parcs, il y a des personnes que vous voyez parfois dans des restaurants, dans des hôtels, et vous ne soupçonnez pas en fait la vie qu'ils mènent. Et justement cet extrait, c'est un peu un appel pour être plus vigilant. Donc bonne écoute. C'est l'ammoniac. Donc voilà, donc Jean-Pierre, lui, il travaillait constamment là-dedans, tout le temps. Et en gros, lui, son travail, ça consistait à préparer les commandes, comme ça. Dans cette entreprise d'asticots pour la pêche en région parisienne, Jean-Pierre, il est là à pleine main. Les choses ont aujourd'hui bien changé. Les nouveaux propriétaires n'ont plus rien à voir avec les faits racontés. Mais ici, jusqu'en 2012, 2 personnes âgées, handicapées mentales, ont été utilisées comme esclaves pendant 30 et 40 ans. Jean-Pierre, 63 ans. Et Jojo, 71 ans. Pendant 6 ans, Vincent a été témoin de leur mauvais traitement avant de donner l'alerte. Sur cette machine archaïque, il travaillait du matin au soir dans les courants d'air. Donc il vivait dans le bruit, ouais. Dans le froid. Le froid, ouais, les intempéries. L'hiver ici, c'est pas chauffé, c'est mal cloisonné. Du coup, c'est un refuge pour animaux, des rats, des hérissons, des oiseaux, un zoo. Et leur chambre était où alors? Donc c'était là-haut, préfabriqué. Chambre de gauche, la chambre à Jean-Pierre. Chambre de droite, la chambre à Jojo. Il y a 2,50 m, il n'y a pas de garde-corps. C'est des personnes âgées, en plus physiquement un peu affaiblies. Je sais pas, la moindre des choses, c'est de mettre un garde-corps, et puis surtout de ne pas faire loger des personnes à l'intérieur là-dedans où ça pue. Mais pourquoi est-ce qu'il les faisait loger sur place d'après vous? Parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher, c'est la facilité, c'est le gardien. S'il y a un problème la nuit, il se passe quoi que ce soit, c'est lui qui gère. Il servait de gardien en même temps. Il servait de tout. C'était l'homme à tout faire. Donc dès qu'il y a un problème, c'est Jean-Pierre qu'on va voir. Voilà, donc le peu de choses qui restent de la chambre à Jean-Pierre. Voilà.
Donc ça donne directement en dessous où on travaille, où il y a des machines. Donc là, il y a clairement un risque qui passe au travers, tout simplement. L'hiver, tellement il faisait froid dans le bâtiment, leur canalisation d'eau pour avoir l'eau dans leur douche là-haut, elle était gelée. Donc du coup, l'hiver, pas de douche. Tu savais comment? Je savais pas. Dans cette affaire, on a employé le mot esclave. Ah oui, oui. Il n'avait pas une chaîne ou un boulet, mais c'était mental. C'était l'esclavagisme mental. Logés dans des conditions indignes, les deux hommes étaient prêts à tout accepter, n'ayant pas conscience de leur état de vulnérabilité. Jojo avait été recruté à l'âge de 19 ans dans un hôpital psychiatrique. Jean-Pierre à la sortie d'un centre pour mineurs en difficulté. C'est la mère du gérant, une femme d'aujourd'hui 80 ans, qui était allée les chercher pour les faire travailler à son compte pendant une trentaine d'années. Elle avait ensuite transmis l'entreprise à son fils. Le jeune patron avait reproduit le schéma hérité de sa mère, sans jamais s'inquiéter du sort des deux hommes. Comment est-ce qu'il se nourrissait? Il se nourrissait, c'était le patron qui allait leur faire les courses. Donc c'était que des produits bas de gamme, vraiment bas de gamme, donc boîte de conserve, vraiment des produits faciles à faire. Et après c'était au bon vouloir aussi du patron s'il avait envie d'aller faire les courses ou pas. Jean-Pierre était corvéable à merci. Et Jojo passait sa journée sur ce poste de travail, mal éclairé, assis sur ce vieux fauteuil. Ne sachant pas compter, ses collègues lui avaient fabriqué cette boîte rouge, avec 15 emplacements pour contenir 15 vers de terre. Je travaillais, mais c'était du 60-70 heures par semaine. Ah ouais, non, mais c'était... Et pour combien d'euros par mois? Eh ben moi, de ce que j'ai vu réellement, 80 euros par mois, 20 euros par semaine. Tous les vendredis, il allait au bureau de la secrétaire avec Jojo et elle lui sortait un billet de 20 à chacun. Et voilà, chaque fois que j'ai vu, c'est 20 euros tous les vendredis, c'est tout. Voilà les bureaux et le secrétariat à l'époque. La mère du gérant avait obtenu la procuration bancaire de ses deux protégés, leur faisant croire qu'elle avait la tutelle. Elle avait ainsi capté l'héritage de Jojo, près de 90 000 euros. Donc voilà, la maison du patron, elle est au fond, là-bas. Bon, elle est un peu cachée par les arbres, là ils ont mis un petit muret, mais sinon, ouais, elle est juste là. Donc ouais, c'est quand même une belle maison, hein, avec 4 chambres, 2 salles de bain, un grand salon, une piscine. C'est pas quelqu'un qui était dans le besoin. Ce contraste entre les conditions de vie du patron et celles des deux victimes ne semblait choquer personne. Les deux hommes faisant même parfois l'objet de moqueries de la part de leurs collègues. Personne n'en parlait, on savait tous qu'ils étaient exploités, mais on trouvait ça plus ou moins normal et on fermait les yeux. Et ouais, on fermait les yeux. Combien de personnes ont fermé les yeux finalement? Mais je sais pas, en plus beaucoup de personnes ont défilé ici, sont venus travailler même des étés en CDD et je sais pas, je pense au moins une vingtaine de personnes sont passées, ont vu ça. Ouais. Personne n'a osé en parler? Personne. Bien souvent, on entendait, si t'es pas content, tu t'en vas. C'était la réponse facile de si t'es pas content, tu te casses. Vous avez attendu 6 ans comme toi? Et ouais. Vous vous en voulez? Ah
bah carrément, je pense qu'on est tous fautifs de pas avoir agi, d'avoir laissé les choses faire, d'avoir vu ça tous les jours, tout le temps. Je pense que on aurait dû pas avoir une peine, mais voilà, il y a non-assistance à personne en danger, quoi, clairement. À l'heure actuelle, on n'entend pas tous ces trucs-là, alors qu'il doit y en avoir, mais partout, ça doit arriver ça. Mais voilà, on n'en parle pas. Politique de l'autruche en France, donc on voit pas ou on subit pas, on n'en parle pas. Grâce au signalement de Vincent, les 2 hommes ont été libérés de leurs conditions d'esclaves en 2012. Le gérant a été reconnu coupable de traite des êtres humains, condamné à verser 350 000 €, 5 ans de prison dont 2 fermes. Il est sorti au bout de 5 mois. Sa mère a dû verser 123 000 € et écoper de 2 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse. Il y aurait chaque année en France 400 personnes victimes d'esclavage. Un drame qui se passe chez nous à la campagne, à la ville, dans les HLM, dans les maisons bourgeoises ou petits pavillons, mais toujours à l'abri des regards, dans l'indifférence et le plus grand silence. La personne qui exploite va être dans une banalisation de cette exploitation, une banalisation de la violence, et puis dans ce déni de l'autre, comme étant son semblable, et avec cette possibilité finalement de la traiter comme un objet, voire comme un déchet. Après avoir quitté le côté sombre de nos campagnes, prenons un peu de lumière avec les bons plans du mois. Alors pour les bons plans du mois, ce mois-ci ce sera comment chercher des financements pour financer la commémoration du 10 mai. Donc le 10 mai, je le rappelle, la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites négrières sur le sol métropolitain. Donc les premières démarches que je peux donner comme conseil, c'est de chercher des financements associatifs dans ta ville. Donc faut aller interpeller les élus, notamment l'élu à la vie associative, et s'assurer d'avoir tous les critères de tous les critères d'éligibilité, et de se rencarder aussi sur les dates limites. Après, au niveau aussi, il y a le conseil départemental qui ont aussi des appels à projets, et pareil pour le conseil régional. Deuxième plan, donc toujours à regarder sur internet et se renseigner dans sa ville, il y a toujours des budgets participatifs. Donc en fait le budget participatif, c'est des grandes campagnes de participation pour proposer donc un projet, en l'occurrence la commémoration de l'abolition de l'esclavage, et c'est des citoyens de la ville, du département ou de la région qui votent pour le projet. Donc ça c'est aussi un moyen de sensibiliser les publics. Ensuite, troisième plan, le crowdfunding ou le financement participatif. Donc il y a plusieurs plateformes comme Kickstarter ou KissKissBankBank qui permet justement de pouvoir en fait parler du projet et justement de mobiliser sa communauté pour obtenir des fonds et lancer son activité. Et enfin, pour terminer, il y a la possibilité d'organiser un événement pour avoir un financement. Donc ça, c'est pour les plus entrepreneurs d'entre vous. Donc c'est de planifier un petit truc sympa comme un concert ou une vente de charité. Et puis c'est l'opportunité d'avoir un événement pour réunir du monde et sensibiliser à la cause. Voilà tout pour le côté des bons plans. Donc reflet culturel. Avec l'émission Résonance culturelle, je vous invite à capter l'essence de l'art et de la culture en découvrant les pépites du mois. Donc ce mois-ci, niveau culture, là je me perds un petit peu dans mes papiers. Je vous invite à aller, comme le mois dernier, au niveau du Panthéon de la Sorbonne pour regarder l'exposition Oser la liberté, où vous pourrez voir des figures donc de l'abolition comme Toussaint Louverture. Ensuite, je vous invite justement à vous rapprocher de l'association Mémoire et Partage qui est basée à Bordeaux. Donc c'est une association en fait qui organise des parcours de la mémoire. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En plus de ça, c'est pas trop cher
C'est 12 €. Vous pourrez trouver les informations sur le site Hello Asso. Et donc, ils ont 4 parcours à proposer au niveau du centre-ville de Bordeaux, qui a été donc l'une des villes principales de la traite négrière en France. Donc, il y a tout un patrimoine architectural en ce sens. Et donc, je vous invite grandement à y aller. Donc, toujours dans la partie des bons plans culturels, à partir du mois de février, donc c'est dans quelques semaines, il y aura le Black History Month. Donc, c'était justement un mois qui a été initié par des Américains en 1976 pour rendre hommage à la culture noire. Et donc ce mouvement a été repris un petit peu partout dans le monde. Et donc toujours à l'initiative de cette association Mémoire et Partage, vous allez pouvoir, sur les villes de Paris, Dakar, La Rochelle, Le Havre, Bayonne et Paris, profiter de leur programmation culturelle. Donc là, la programmation n'est pas encore en ligne, mais vous allez la voir bientôt. Nous voilà déjà arrivés à la fin de l'émission. Donc un grand merci à Roxane Ouadguiri Hassani, directrice du comité contre l'esclavage moderne. Directrice adjointe, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup pour ta participation, Roxane. Et avant de nous quitter, peux-tu nous rappeler comment te contacter ? Sur Internet, notre site esclavagemoderne.org, tout simplement. Et dessus, il y a toutes les voies de contact, notamment les liens vers les réseaux sociaux qu'on utilise, donc Twitter, LinkedIn, Facebook, pour se tenir au courant de nos actualités, de ce qui se passe dans l'association. Et on a aussi une newsletter trimestrielle. Suffit de s'inscrire, c'est en gros sur le site, pour avoir aussi accès aux dates d'audience, par exemple, pour venir soutenir les victimes au tribunal. Eh ben, on vous soutiendra. Et pour terminer, un grand merci aussi à Franck pour la technique, à Nacera pour la documentation, et un grand merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous en direct le lundi 5 février à 19h avec une émission toujours avec plein de contenu et de surprises. Donc en attendant, vous pouvez réécouter cette émission lundi prochain à 19h ou en replay dès demain sur notre plateforme podcast.radioems.fr. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes et réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Bonne soirée à vous toutes et tous. Au revoir.